Bienvenue au Balado L'Astuce, le balado pour les conseillers financiers, les conseillers en sécurité financière, les planificateurs financiers, les conseillers en placement. Dans le balado, on reçoit des invités experts dans l'industrie financière. On a reçu des avocats, des comptables, des fiscalistes, des planificateurs financiers. On a reçu des hauts dirigeants de compagnies d'assurance. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'avais vraiment hâte de recevoir par son expertise unique au Québec. Je reçois Frank Jovanovic. Frank, merci d'être ici avec nous ce matin. Merci et merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Frank, tu es un expert en finance offshore, en paradis fiscaux. Euh, c'est drôle, hein, puis les paradis fiscaux, beaucoup de gens qui disent ouais, il est expert dans quelque chose d'illégal, mais on a parlé un peu avant, puis je trouve ça vraiment intéressant de toute la discussion autour de ça. Euh, Tu es vraiment un expert dans ce que tu fais. Tu as beaucoup d'expérience en économie, beaucoup d'éducation en économie. Tu es enseignant aujourd'hui à la TELUC, tu as enseigné à l'UQAM dans le passé, tu as enseigné au HEC, à l'international également. Tu es consultant pour des grandes firmes comme l'OCDE, l'OACQ, Hydro-Québec, IA Groupe Financier. On va m'intéresser de parler un peu que c'est quoi l'expertise que ces compagnies-là veulent aller chercher de toi. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé à être un expert en finance offshore, en paradis fiscaux, Franck? Donc, en fait, à l'origine, j'étais consultant pour le ministère de l'économie et des Mhm. finances en France. C'était en 2005, 2004-2005, et puis ils cherchaient à comprendre comment les paradis fiscaux pouvaient en fait faciliter les mécanismes de corruption, les stratagèmes de corruption. Et moi, ce qui m'a beaucoup... Alors, bon, je suis parti là-dedans et là, j'ai commencé à rencontrer vraiment tous les experts, puisque, en fait, au ministère de l'économie et des finances, en France, là, le ministère de l'économie et des finances, ils sont connectés avec tous les spécialistes, donc les douanes, les impôts, etc. Et en même temps, quand j'ai commencé de plus en plus à creuser la question, je me suis dit, mais tout compte fait, c'est d'une part, c'est très facile, et puis il y a pas, c'est pas nécessairement illégal. Alors c'est sûr que j'ai pas présenté quand je suis venu avec mon rapport à mon directeur de département, il n'a pas tellement aimé Mhm. cet aspect-là, mais en même temps donc c'est ça qui a fait un petit peu le déclic. Et puis j'ai commencé un petit peu plus à creuser parce que la finance offshore, on l'apprend pas à l'université. On apprend ça sur le tas. Moi, je l'ai appris sur le tas. Et puis après, on se rend compte que dans l'industrie, il y a des spécialistes. Souvent, c'est des personnes qui sont à la fois des avocats ou des fiscalistes, et puis qui vont chercher un diplôme en économie, etc. Et c'est donc, on a une niche comme ça. Maintenant, c'est un peu plus connu parce qu'il y a le corporate, enfin, on va dire tout l'aspect conseiller les entreprises pour pas faire d'erreurs, etc. Mais donc j'ai creusé et au fur et à mesure, en fait, donc ce qui est intéressant, là, évoqué par exemple Hydro-Québec, bah, ce qu'ils voulaient savoir, c'est en gros le risque au niveau de leur image, si Mhm. on rend compte qu'ils font affaire avec des compagnies qui sont enregistrées dans les paradis fiscaux. Ça, c'est une première chose. Et puis, en même temps, il y a la question aussi de c'est utile pour les entreprises. Alors ça, souvent, dans la presse, dans les médias, on voit les paradis fiscaux, c'est illégal. Les gens, c'est très généralement présenté comme ça. Maintenant, depuis quelques années, les médias font un peu plus attention à la manière de le présenter. Et en fait, il y a des aspects, c'est-à-dire ça peut être utilisé pour des mécanismes illégaux, ça peut être utilisé pour des mécanismes légaux. Et c'est là où les gens sont un petit peu perdus Mhm. là-dedans. Et alors, du coup, il y a des entreprises qui veulent savoir jusqu'où ils peuvent aller. D'autant plus que, juste pour finir là-dessus, aussi quelque chose qui m'a amené aussi dans ma réflexion et puis pour développer cette expertise, c'est qu'on se rend compte que les gens franchissent très rapidement la ligne rouge Mhm. entre ce qui est légal et illégal. Ils savent pas bien. Alors, quand je dis les personnes, je parle des gestionnaires, des personnes au niveau de leur entreprise, etc. Et donc, quand il y a une enquête qui arrive, bah, là, ça devient un peu plus Mhm. compliqué. Donc, c'est ça qui m'a amené en fait à m'intéresser, c'est aussi justement de comprendre, ok, c'est quoi la limite là-dessus Mhm. entre ce qui est légal, illégal, comment on peut utiliser ça, et est-ce que c'est problématique voilà. Puis les grandes entreprises qui veulent utiliser ça, tu as parlé par exemple d'Hydro-Québec, tu sais, le volet éthique, je pense qu'il prend une place Ah oui. importante là-dessus parce que disons que X grandes compagnies, mais si jamais tout le volet éthique, puis que là, les gens arrêtent de consommer là, ben, ça peut créer un autre problème. Alors, là, c'est une question que j'aime beaucoup, parce que le côté éthique, effectivement, c'est essentiel, parce que, en fait, la question de la finance offshore, les paradis fiscaux,
pose, donc effectivement, c'est légal, ça peut être utilisé pour des malversations, là, mais moi, je vais rester sur le côté légal, je pense. Et puis, effectivement, ça pose une question éthique. Mais la question éthique, elle se pose à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que, bon, chacun, on est là, on doit payer notre juste part en termes d'impôts. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que c'est la juste part? On fait tous de l'optimisation fiscale d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un, quand on conseille des personnes, on lui dit bah, mets ça dans tes REER, ça va te sauver de l'impôt. Bon, mais c'est de l'optimisation fiscale, d'accord? Donc là, on sauve des impôts. Une entreprise, elle fait la même chose. Elle cherche, OK, comment je peux organiser mon business pour pouvoir sauver de l'impôt? Et c'est là où on a des conseillers. Bon, alors, la question qui va se poser, et c'est intéressant parce que jusqu'où il y a une confrontation en fait entre l'éthique, j'ai envie de dire, le rôle, la contribution au niveau sociétal, et puis la contribution en tant qu'entreprise. C'est-à-dire que dans la loi, et ça dans plusieurs pays, un chef d'entreprise doit maximiser son profit. Donc maximiser son profit, ça veut dire payer le moins de taxes possible d'une certaine manière. Et c'est dans la loi. La personne doit se ramener vers ses actionnaires et c'est son business. D'un autre côté, on contribue à une société. D'accord? On a des routes, on a des choses, l'éducation, etc. Donc, en fait, il y a un conflit au niveau de l'éthique. Et je trouve que c'est très intéressant parce que aujourd'hui, c'est vraiment là, on touche à un sujet que j'aime beaucoup, mais peut-être je suis le seul, je ne sais pas. Mais en fait, il y a un côté éthique, mais l'éthique, pour moi, se pose aussi d'une autre manière. C'est-à-dire, les grandes entreprises ont les moyens d'aller chercher des conseillers pour arriver à faire des montages offshore pour ne pas pouvoir payer d'impôts. Les petites et moyennes entreprises, elles n'ont pas les moyens ou n'ont pas la connaissance. Donc là aussi, j'ai envie de dire, mais la loi, normalement, elle s'applique à tous. Donc l'éthique se repose aussi au niveau des gens qui font nos lois. C'est-à-dire là, si la loi, elle est juste pour les personnes favorisées, les grandes fortunes ou les grandes entreprises, bah, on contribue pas tous à notre juste part. Donc l'éthique se voit à plein de niveaux. Et je trouve que ça, c'est poser la question de l'éthique avec les paradis fiscaux. Justement, ça amène aussi la question de se dire, OK, les lois aujourd'hui, est-ce qu'elles adressent bien le problème? Et ça, je pense qu'on pourrait dire des choses là-dessus, mais il y a vraiment une préoccupation. Donc la foi de se dire, les paradis fiscaux, est-ce que c'est éthique, c'est inéthique d'utiliser ça? Quelqu'un qui a une entreprise, ça fait partie de son métier. Donc, on ne peut pas lui reprocher. Maintenant, la question, c'est est-ce que les lois telles qu'elles sont ou l'accès à l'information tel qu'il est aujourd'hui, est-ce que justement c'est éthique de favoriser un groupe de personnes, un groupe d'entreprises par rapport à d'autres? Et est-ce que là, tu parles ici, mettons, de l'ouverture. Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où que c'est beaucoup plus serré avec ça versus d'autres, où c'est pas mal... Alors, bon, je vais juste préciser quelque chose, comment ça fonctionne, sans rentrer dans beaucoup de détails, mais il y a quelque chose qui est important. Donc, moi, je m'intéresse à l'aspect offshore. Donc, les paradis fiscaux, c'est un sens large. Dans mon livre, j'explique que je préfère le terme de juridiction offshore parce que, par exemple, l'État du Delaware, c'est pas un paradis fiscal en tant que tel, puisque c'est une zone à l'intérieur des États-Unis. Donc, moi, j'appelle ça des centres financiers offshore. Mais donc, les juridictions offshore, de manière générale, en fait, elles proposent, c'est ça que les gens ont un peu de mal à comprendre. Par exemple, si moi, je suis résident du Cap-Vert. J'ai été plusieurs fois au Cap-Vert, donc je connais. Si je suis un résident du Cap-Vert et j'ai mon entreprise au Cap-Vert qui fait du business au Cap-Vert, je paye des impôts au Cap-Vert. Je ne suis pas non imposé. Le Cap-Vert est un paradis fiscal. Mais on est imposé quand on fait du business. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Cap-Vert offre la possibilité à des non-résidents de créer des sociétés offshore pour faire du business, pour faire donc des affaires, mais à l'extérieur du Cap-Vert. Alors, en fait, les paradis fiscaux, les juridictions offshore, c'est juste simplement un conduit. C'est-à-dire, l'argent de non-résidents transite par ces places-là pour faire des affaires ailleurs. Alors, c'est important de comprendre ça. Parce que, est-ce qu'il y a des pays où c'est plus difficile que d'autres? En fait, ça va dépendre des conventions fiscales entre les pays. C'est quoi excuse-moi de t'interrompre, c'est quoi l'avantage pour le Cap-Vert, c'est quoi leur avantage, eux, de faire ça, du développement économique interne? Oui, c'est une excellente question parce que souvent, comme nous, on est dans les pays occidentaux, on ne veut pas regarder ça. Bon, la République de Maurice,
qui a aussi un paradis fiscal. Il y a 15-20 ans, c'était un pays en voie de développement. Maintenant, c'est un pays moyennement avancé. Mhm. Donc, parce qu'ils se sont spécialisés en paradis fiscal. Alors, ça veut dire qu'ils se développent. Il y a une question, il y a une controverse, c'est-à-dire, est-ce que ça se développe, c'est juste quelques riches qui se développent, ou est-ce que ça développe Ouais. tout le monde? Là, je suis en train de préparer une étude justement là-dessus, mais ce qui est dans les études qu'on connaît, à pays comparable, c'est-à-dire une petite île par exemple, qui n'est pas un paradis fiscal versus la petite île qui est un paradis fiscal, en fait, le paradis fiscal a plus de lignes téléphoniques, a plus d'infrastructures, Mhm. donc est beaucoup mieux développé. Au niveau économique, on va aller chercher une expertise. On va avoir des conseillers pour faire l'enregistrement. On va aussi en fait, quand on ne paye pas d'impôt, c'est parce on paye en fait un impôt, un droit d'enregistrement annuel. Donc, on n'est pas imposé sur le chiffre d'affaires, mais sur l'enregistrement, qui peut être $1 000, $1 200. Là, on a affaire à des petites îles qui n'ont pas énormément d'infrastructures, donc n'ont pas énormément de dépenses publiques. Donc ça leur fait leurs recettes Mhm. et ça leur permet de maintenir et de développer un État. Donc oui, c'est d'un point de vue strictement économique, ça leur permet de se développer. Est-ce que la technologie devient un enjeu aussi là-dedans, tout le développement technologique pour ces petites places-là? Ça devient un enjeu à plusieurs niveaux. Ça devient un enjeu, par Un exemple, risque? au niveau, il y a des affaires de risque, mais il y a aussi des affaires de favoriser des opérations illégales, Mhm. parce que du coup, on peut tout faire à distance, Mhm. donc on ne rencontre pas la personne qui veut créer son entreprise, etc. On va pouvoir utiliser des prête-noms, etc. Mhm. Donc là, en fait, on peut ramener encore plus d'opacité Mhm. dans ce système. Donc c'est quand même un enjeu, parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je trouve assez drôle, pour la petite histoire, hein, quand j'ai été la première fois au Cap-Vert, j'avais une étudiante qui voulait travailler sur les questions, qui travaillait dans une entreprise, dans le service de compliance, mise en conformité, dans une banque en fait. Mhm. Et je lui dis, bah, vous êtes un paradis fiscal. Elle me dit, non, 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 on n'est pas un paradis fiscal. D'accord. Elle va voir son directeur, non, on n'est pas un paradis fiscal. Bon, c'est un petit pays, le Cap-Vert. Alors, on a été voir la ministre de l'économie, non, non, on n'est pas un paradis fiscal. Directrice de la Banque centrale, il y avait beaucoup de femmes, je ne sais Ouais. pas pourquoi, on n'est pas un paradis fiscal. Bon, ok, mais je leur ai montré les textes de loi. Et Mhm. je leur dis, regardez, vous avez ce qui Ouais. prouve un paradis fiscal. Quand on a été voir au niveau du ministère de la Justice, là, la personne directement a dit, bah oui, on est un paradis fiscal. Donc, on voit bien, et alors, petit à petit, je me suis dit, mais pourquoi cette résistance? En fait, il faut comprendre que, après, on le traduit dans l'esprit, c'est on n'est pas un paradis fiscal non coopératif. Mhm. Donc, il y a cet enjeu-là, nous, on ne le perçoit pas bien, mais est-ce que le paradis fiscal coopère dans l'échange d'informations avec des pays comme le Canada ou autres? Et ça, c'est énorme. Donc, c'est un enjeu. Et cet enjeu, au niveau de la coopération, par rapport aux nouvelles technologies, eh ben, ça peut être, on peut davantage brouiller les pistes et encore Mhm. moins coopérer, comme on peut, parce qu'on a beaucoup plus de pression maintenant au niveau de l'OCDE ou autres, des pays, justement, pour qu'il y ait un partage automatique d'informations. Partage automatique d'informations, ça se fait avec de la technologie. Mhm. Je comprends. Peux-tu m'expliquer un peu l'arrivée tu sais, comment on est arrivé à ça, tu sais, historiquement, parce que je sais que tu es très avancé, tu connais bien l'histoire de la chose. Comment les paradis fiscaux, les financements, tout le offshore est arrivé, puis en quelle année ça a commencé tout ça? Alors, ça, c'est vraiment c'est très intéressant. Moi, je vais prendre le terme moderne, hein, Ouais. paradis fiscaux moderne, parce qu'on peut remonter à l'Antiquité, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse là. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'est développé en Occident. Tout ça, ça a été développé par principalement le Royaume-Uni. Et puis après, les États-Unis, le Japon, la France, enfin vraiment tous les pays occidentaux. Mais ça s'est développé essentiellement à partir des années 70 pour contrecarrer le choc. Il y a eu les chocs pétroliers. Au Canada, aux États-Unis, on les a moins sentis d'une certaine manière, mais les pays importateurs de pétrole, ils les ont sentis, en particulier la France, l'Europe continentale. Donc en fait, on a eu différents chocs pétroliers, 73, 78, 79. Et les chocs pétroliers, ça a amené en fait un ralentissement de la croissance Mhm. économique. Et là, on a utilisé la finance en recyclant en particulier ce qu'on appelle les pétrodollars pour justement redonner de la croissance dans nos pays. Et donc ça, c'est un énorme paradoxe Mhm. qu'on parle pas suffisamment, on ne l'évoque pas. Mais si on prend aujourd'hui les pays dits développés, occidentaux, une grosse partie du PIB, ça vient en fait des services financiers, tout Mhm. ce qui est autour du financier. Ouais. Et en fait, eh ben, ils développent donc tous les services financiers, l'industrie financière
est, dans nos pays, très bien encadrée par des textes de loi. D'accord. Et donc, en fait, ils utilisent la finance offshore pour pouvoir développer, expérimenter des choses dans d'autres pays, qui ne sont pas réglementés, justement, pour contourner les lois dans nos pays et après ramener ces innovations. Alors, ça peut être des innovations, mais je vais pas poser un regard pour savoir si c'est bien ou mal. Ça me regarde pas. Mais c'est ce qu'ils font. Par exemple, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle le shadow banking, le système bancaire parallèle. En fait, donc c'est des entités qui ne sont pas des banques, qui vont faire comme les banques, mais en étant en fait dans les paradis fiscaux, pour échapper à la réglementation qui régit la loi bancaire ici. Mais en même temps, la Banque centrale au Canada, la Banque du Canada, regarde ce qui se passe. Parce que ce qui se développe comme système bancaire parallèle, après, a une incidence chez nous. C'est pas ce qui se passe dans les paradis fiscaux, ça ne nous concerne pas. Je veux dire, si on coupe les ponts entre les paradis fiscaux, toutes ces innovations, un certain nombre d'innovations qui sont faites au niveau du secteur bancaire et financier, bah là, ils ne peuvent plus les faire. J'aime bien au niveau du risque, parce que souvent on oublie ça. Au niveau du risque, maintenant, l'industrie du risque dans les années 70 a énormément changé, en particulier avec les modèles de Black-Scholes, en fait le pricing d'options. Ouais. Avant, on prenait une assurance, on essayait de répartir le risque entre un certain nombre de personnes, d'accord. Et puis donc du coup, par exemple un risque incendie, telle personne, la maison brûle, c'est pas très grave parce que la prime d'assurance, elle est couverte avec les différentes personnes qui sont assurées pour le même risque. Aujourd'hui, avec les instruments financiers, on va assurer, par exemple, mes cordes vocales. Donc, si mes cordes vocales brisent, là, je suis unique, d'accord. Mon expertise est unique, mais je suis unique. Donc, du coup, comment on fait pour pricer le risque de mes cordes vocales et me donner un prix d'assurance? Et ça, c'est intéressant parce que pour pouvoir faire ça, donc ça soit pour pricer des assurances au niveau du pétrole, la hausse des prix, etc., on est obligé de faire énormément de transactions. Et pour que le prix et que la couverture soient parfaites, on devrait avoir zéro coût de transaction. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on délocalise dans les paradis fiscaux. Ouais. Donc, on voit bien aussi que, si on enlève ça, toute notre industrie de l'assurance, elle ne peut plus fonctionner de la même manière. Donc, c'est vraiment très, très large. Parlant d'assurance, on parle un peu quand j'ai vu dans les gens que tu consultais, une compagnie comme IA, le groupe financier, là, tu parles un peu du volet de l'assurance, tout ça. En quoi une compagnie, un gros assureur canadien comme ça, s'intéresse à ça? Alors, IA, c'était pas sur cette thématique. Okay. Donc, je peux pas... je comprends. Je comprends. Voilà. Là, on parle encore des paradis fiscaux. La crypto-monnaie là-dedans, c'est quoi sa place? Parce que c'est quelque chose qui est quand même plus récent, que beaucoup de gens disent que c'est un paradis. J'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus. C'est un sujet qui est complexe, mais alors je vais peut-être faire un petit détour sur ce qu'est la monnaie avant. Parce que souvent les gens, ils comprennent pas ou ils savent pas que la monnaie s'est créée essentiellement par les banques commerciales. Donc les banques à charte, les caisses comme toutes les banques qu'on a. Oui. Et en fait, c'est un actif particulier. Créer, donc par exemple, la manière la plus simple de créer de la monnaie, c'est que par exemple, je vais voir ma banque, j'ai besoin d'un prêt de $1 million. La banque, elle n'a pas $1 million dans ses coffres, d'accord? Et elle ne s'amuse pas à ça. Bon, elle me met $1 million sur mon compte et elle a créé $1 million. C'est assez drôle de comprendre ça parce que ça veut dire que quand la banque, elle dit « Ah, vous ne respectez pas les ratios », elle peut choisir en fait, elle choisit ses clients quand même. Bien sûr qu'elle a des ratios pour, en général, c'est des ratios prudentiels, etc. Ouais. Et aussi, la chose importante, c'est qu'une banque n'a pas le droit de créer de la monnaie pour se sauver elle-même. Ça serait trop facile, d'accord? Donc, bon. Mais donc, elles vont créer de la monnaie, je fais des prêts, je crée de la monnaie, etc. Parfait. Et puis, quand je rembourse mon prêt, elle détruit de la monnaie. On s'entend quoi. Donc, c'est un mécanisme comme ça qui se fait. Maintenant, les crypto-monnaies, est-ce que c'est de la monnaie? Par exemple, il y a le Bitcoin, etc. Est-ce que c'est de la monnaie? Même si on parle de monnaie, c'est pas forcément de la monnaie. En fait, la monnaie, il faut que ça puisse servir dans les transactions, ça soit une unité de réserve et une unité de compte. Donc, ce qui se passe, c'est que, par exemple, le Bitcoin, c'est tellement volatile que, en fait, c'est de la spéculation.
Donc le terme de crypto-monnaie, là, est utilisé d'une manière qui n'est pas tout à fait pertinente, qui porte... Parce que les gens qui achètent des bitcoins, à part certaines personnes pour des transactions que j'aimerais vraiment voir, moi, ce que je connais, c'est de la spéculation. Donc ils se disent, OK, on spécule. Moi, quand je vais à ma banque et je récupère 1000 $, je ne suis pas en train de spéculer. Là. Je ne suis pas en train de me dire, ouais, mais avec mes 1000 $, demain, je vais en avoir 1200. Là, c'est super. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Quand j'achète des crypto-monnaies, là, je me dis, oui, ça va monter, je vais en avoir 2000 demain. Donc ça, ce n'est pas de la monnaie à proprement parler. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, encore une fois, au niveau des crypto-monnaies, on va, j'ai envie de dire, contourner un peu le système. On va avoir, c'est-à-dire qu'on cherche à s'émanciper d'une réglementation, et c'est pour ça qu'on trouve en fait énormément de choses au niveau des crypto-monnaies et de la finance offshore. Parce que le principe est le même, c'est-à-dire où est-ce que je vais pouvoir implanter mon entreprise ou qui va par exemple miner des bitcoins, où est-ce que je vais pouvoir m'implanter pour que j'ai le moins d'impact possible au niveau de la fiscalité et au niveau des lois, des réglementations. Donc, on se retrouve un peu de cette façon-là. Tu es capable de me donner un exemple d'un... Parce qu'il y a des montages qui sont très compliqués. Es-tu capable de vulgariser un montage de paradis fiscaux dans le livre que je pense que Starbucks, tu donnes un exemple là-dessus au niveau des franchises, tout ça. Est-ce que tu es capable de m'expliquer un simple montage d'un financement offshore? Offshore. Alors, oui, je peux faire quelque chose de très simple, puis après je vais prendre d'autres exemples parce que Starbucks, c'est pas la même chose qu'une petite et moyenne entreprise, etc. Mais la chose la plus simple, c'est par exemple d'enregistrer une filiale dans un paradis fiscal. Et puis, cette filiale va servir par exemple à faire la comptabilité. Je donne un exemple. Moi, je vais vraiment prendre un cas concret qui permet de bien comprendre quelque part. C'est les cas que j'aime bien, c'est Palmolive, Colgate Palmolive. Ils étaient implantés en France. Puis à un moment donné, ils se sont dit, bon, OK. Donc, ils ont on va dire, on va mettre simple, on va dire qu'il y a juste une usine en France. Puis là, ils se sont dit, bon, comment on va pouvoir faire de l'optimisation fiscale? Alors, ils ont été ouvrir une filiale en Suisse, qui est un paradis fiscal. Et puis, ils se sont dit, OK, on va délocaliser en Suisse certaines de nos activités. Donc, ça peut être la paye, la comptabilité, ça peut être, par exemple, le développement, stratégie de développement. Parfait. Ils ont délocalisé tout ça là-bas. Mais les comptables, ils sont restés en France. D'accord? Qu'est-ce qu'ils sont devenus, les comptables? Ils sont devenus salariés de la filiale, donc ils étaient expatriés en France pour travailler pour la filiale qui était en Suisse. On est d'accord. Et ça, j'aime bien cet exemple parce que la personne, elle n'a pas changé de bureau, mais elle a changé d'employeur. Le salarié n'est plus salarié de Colgate Palmolive France, il devient salarié de Colgate Palmolive Suisse. Et alors, qu'est-ce que ça permet de faire? Eh bien, ça va augmenter les coûts de Colgate Palmolive France. Parce qu'il va falloir payer l'expertise, payer déjà les salariés là-bas, mais on va en fait faire ce qu'on appelle des transferts intra-groupes, c'est-à-dire qu'on va recevoir, on va faire facturer Colgate Palmolive Suisse, fait facturer la paye à Colgate Palmolive France, et puis Colgate Palmolive Suisse, dans ces cas-là, le groupe peut choisir. OK, bon, là, d'habitude, quand on n'était qu'en France, ça nous coûtait peut-être 1 million par an. Là, on va le chiffrer à 3 millions. Bon, 3 millions, ça permet de déplacer 2 millions dans un paradis fiscal qui va être moins imposé et de réduire l'imposition en France. Donc ça, c'est un exemple très simple. Je développe une filiale dans un paradis fiscal et puis, à ce moment-là, je délocalise là-bas des activités qui, en général, des activités de service. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et là, on n'a pas besoin de déplacer les personnes, on n'a pas besoin de vendre nos chaises et racheter du mobilier là-bas. Après ça, l'argent, il veut retourner en France. Alors là, après, c'est autre chose. Donc ça, c'est un très, très bon point. Pas nécessairement, mais je vais venir là-dessus. Mais oui, on voudrait, mais pas nécessairement. Et si on veut le ramener, alors là, on va regarder les conventions fiscales. Et qu'est-ce qui est le plus intéressant? Est-ce que c'est de se mettre en Suisse, au Luxembourg, aux Pays-Bas, aux îles Caïmans, etc., en fonction des conventions fiscales entre la France et ces différents pays. Donc ça, c'est important par rapport à ça. Parce que on veut voir, est-ce que c'est plus intéressant de rapatrier ça sous forme de salaire, sous forme de redevance, sous forme de dividendes, etc.
Maintenant, quand je dis pas nécessairement, c'est que on va venir sur des grosses entreprises. Et je donne un exemple que je trouve assez drôle, c'est que je regardais Facebook. Donc, Mark Zuckerberg, Mhm. parfois je me trompe dans le prénom. Mais bon, j'avais regardé là il n'y a pas longtemps et en fait, il reçoit comme revenu de Facebook 1 million de dollars par an. Bon, c'est confortable, j'aimerais bien avoir le Mhm. même revenu, mais voilà. Mais en même temps, quand on commence à gratter, on se dit, OK, il reçoit 1 million de dollars par an, mais son service de protection, ça coûte 10 millions de dollars par an. Alors, quand on reçoit 1 million, on ne peut pas payer 10 millions. Non. Donc, ça veut dire que c'est Facebook qui lui paye son service. Parfait. En même temps, quand il voyage, c'est Facebook qui lui paye ses voyages. En fait, le 1 million de dollars par an, c'est en fait son Se pocket money, dépasse, là. c'est Voilà, ça. c'est quand il ne sait pas quoi faire pour faire des cadeaux. C'est son argent de Ah poche. oui, Hein, oui, oui. voilà. Mais quand il se déplace, l'hôtel, c'est Facebook. Mhm. Les maisons dans lesquelles il vit, si les maisons, c'est payé par Facebook. Bon, Mhm. ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, là, je ne sais pas quelle filiale de Facebook paye tout ça. Mhm. Donc c'est pour ça que ça peut rester dans un paradis fiscal. Et cette filiale, après, bah, va faire venir Zuckerberg et sa famille et va lui amener la protection, etc. Donc en fait, les grands groupes, ils laissent, donc dans les paradis fiscaux, ils vont rapatrier ça de manière détournée. Ouais. C'est-à-dire en offrant des services Mhm. à ces personnes-là. On sait, par exemple, on sait très bien que les business class, les gens, en général, c'est parce que c'est les Ouais. entreprises qui payent les business class. Sinon, on ne Mhm. va pas voyager en business class. Et aussi, aux États-Unis, c'est un peu particulier. Mais parfois, ils rapatrient, ils attendent une loi d'exception fiscale. Donc, il y en a une sous Obama, sous Trump, etc., pour pouvoir rapatrier l'argent à un Mhm. moment donné. Mais donc, effectivement, ça va dépendre. Donc, il y a deux manières là, à ce moment-là. C'est-à-dire que oui, ça reste là-bas. Après, on peut le rapatrier si on a ce besoin-là, ou on peut l'utiliser, non pas le rapatrier, mais l'utiliser pour, par exemple, faire déplacer des Mhm. consultants, etc. Voilà. Euh, quel est on a parlé Cap-Vert, on a paré de la Suisse. C'est quel le plus gros paradis fiscal au monde? Eh ben, en fait, on ne peut pas répondre comme ça. Uh-huh. Parce que chacune de ces juridictions offshore se spécialise. Mm. Donc, par exemple, pour les assurances, ça va être pour tel type. Et en plus, ils se spécialisent. Je dirais que l'industrie financière va localiser, par exemple, les gestionnaires d'actifs, les enregistrer dans un paradis fiscal. Maintenant, le fonds d'actifs va être dans un autre paradis fiscal parce que ça va être plus intéressant, etc. Donc, et puis, en plus, les paradis fiscaux, les juridictions offshore il y a beaucoup d'argent qui circule comme ça, mais c'est juste des transactions et Mhm. l'argent reste pas. Donc, c'est très difficile à évaluer et qui est le plus gros par rapport à